C'est un pays qui fascine et attire de plus en plus de Français. Ils sont déjà 8000 à avoir choisi de vivre au Japon. Tokyo, la capitale de l'Est en japonais, est une jungle urbaine de 37 millions d'habitants et parmi eux, Jennifer Julien, elle est née il y a 39 ans dans un petit village du Bordelais. Bonjour, bienvenue à Tokyo. Et comme elle, 2000 autres Français ont été aspirés par la plus grande ville au monde, une mégapole à plusieurs visages. Je dirais éclectique, séduisante et culturelle. À 300 km de Tokyo, il y a Daniel Auguste, un ancien agent SNCF de la gare de Toulouse. Kyoto, c'était son tout premier voyage loin de la France. Il est tombé amoureux de la capitale impériale et puis de Ai, qui est aujourd'hui son épouse. Un coup de foudre pour une façon de vivre, et puis aujourd'hui ça fait 7 ans. Et loin de tout, au milieu des champs sur l'île de Shikoku, il y a une maison entièrement faite de bois, un Français et son fils Enzo. Dis bonjour. Bonjour. Ah, c'est bien. Xavier Brousset, 33 ans, a d'autres pousses qu'il regarde grandir. Une passion qui le fait vivre. Si l'arbre il est réussi, comment dire, quand tu auras un beau bonsaï, tu auras la même énergie qu'un arbre de montagne. Sa passion pour les bonsaïs, ces arbres miniatures, c'est ce qui l'a fait venir ici il y a 8 ans. Un rêve d'enfant né le jour où sa grand-mère lui a offert son tout premier bonsaï. Le Japon, un pays aux arts millénaires et mystérieux que ces 3 Français ont su aimer, apprivoiser, pour qu'ils puissent un jour se dévoiler à eux. Bonjour. À Tokyo, Jennifer a rendez-vous avec son équipe de tournage. Monsieur Okuda, qui, voilà. Caméra, audio. Ce matin, il prépare l'enregistrement d'une émission. J'attends mon micro. Et cette vue imprenable sur la capitale japonaise, Jennifer ne s'en lasse pas malgré 16 années passées au Japon. Tokyo est là-bas, oui, voilà. On voit là-bas... Allez, Tokyo Tower dessus, on est. C'est la tour de Tokyo, tu vois vous voyez la pointe là-bas. Hein, c'est impressionnant à chaque fois. C'est vrai. Ben, moi, je suis arrivée, tout de suite, j'ai fait une photo parce que voilà. C'est votre ville maintenant. Oui. À l'intérieur d'un centre commercial, un enchaînement de petits restaurants. C'est là que va démarrer le tournage et le héros du jour, c'est lui, le poulpe. Jennifer est chroniqueuse pour une émission de la plus grosse chaîne de télévision au Japon, la NHK. Allez, qui veut goûter mes takoyaki? La chronique du jour porte sur une spécialité à base de poulpe très populaire au Japon et que Jennifer doit faire semblant de découvrir pour la première fois. Et là maintenant, tu lui poses la question, est-ce que vous avez un secret? Ok. Quel est votre secret? Le secret, il faut bien tourner la boule pour que la pâte se durcisse. En fait, tout est dans la rapidité du geste, dans la précision. Une maîtrise de japonais, du bagou et surtout un casting il y a 6 ans ont suffi à la propulser sur les plateaux du canal anglais de la NHK. La saveur était celle de la cuisine vietnamienne. Jennifer Julien, c'est aujourd'hui la Française devenue spécialiste de la cuisine asiatique. Voilà, alors ça, c'est le meilleur moment du tournage. Je vais manger. Et elle ne manque jamais d'apporter sa petite touche française. Laissez-moi essayer ça. Le takoyaki au fromage. Il va être absolument parfait pour une Française comme moi. Et j'ai besoin d'un verre de vin rouge avec cela. À l'aise devant la caméra comme dans la vie, mais cela n'a pas toujours été facile pour Jennifer. Le Japon, c'est la planète Mars pour un étranger. Pourquoi? Parce que les codes sociaux sont différents. Quand on donne un programme au Japon, ça va dans le détail, mais si je vous dis c'est rendez-vous, exemple, ok, donc le groupe demain part à 9h, eux ça va être, nous, alors 8h55, rendez-vous dans le lobby, 8h58, nous montons dans le bus, 9h, le bus part. À Kyoto, il est exactement 15h. Bonjour.
pile dans les temps. Enchanté. Konnichiwa. Konnichiwa. Daniel, bienvenue. On a une petite marche à faire. Cet ancien agent SNCF est aujourd'hui guide touristique. Il est venu accueillir Joël et Maryse, un couple de la région parisienne. Faire le check-in de la maison et Daniel loue aussi des maisons à la semaine depuis 3 ans. Et ce week-end, elles affichent toutes complets. C'est le week-end des couleurs, hein, des momiji donc. En japonais, les gens de tout le pays et d'ailleurs viennent à Kyoto pour profiter des jardins et surtout la montagne qui est juste ici où commence à s'embraser là. Daniel a investi le vieux quartier de la cité impériale, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a réhabilité une trentaine de maisons du centre-ville de Kyoto, l'un des seuls à ne pas avoir été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Rénover ses habitations en bois, c'est la nouvelle passion de Daniel. Je passe devant vous, on y va. Hop. Pour une centaine d'euros par jour, Daniel va permettre à Joël et Maryse de vivre l'expérience d'une maison traditionnelle japonaise. Et oui, c'est la vraie maison japonaise. C'est une ancienne maison d'artisan que Daniel a réhabilitée avec des meubles anciens, des estampes et les indispensables tatamis. Et il n'est pas peu fier de présenter son travail à ses clients. Vous avez vu la réaction, hein, quand on fait coulisser la porte, on a toute cette maison en long, la chaleur du bois, des tatamis, très épuré. C'est vrai qu'il y a assez peu de choses dans les maisons japonaises et c'est le cas ici. Hein. Ici vous avez ces papiers qui font séparation. Vous voyez, vous les regardez, vous avez une douceur sur ce papier, vous avez c'est translucide. Une façon d'attraper la lumière, je veux dire, qui est très très spéciale. Je veux dire, vous ne trouvez pas ces papiers ailleurs. Et voilà, ça fait partie de la beauté. Il y a un petit souci pour Kyoto qui perd beaucoup de vieilles maisons. On passe devant un parking, c'était des vieilles maisons. Ça a été pas entretenu et donc rasé. Parce que c'est vraiment des maisons qui nécessitent un vrai entretien régulier, une surveillance. Ça coûte cher de rénover et d'entretenir une vieille maison, c'est sûr. C'est le souci d'entretenir Kyoto. L'objectif de Daniel, c'est de sauver ce patrimoine, celui de Kyoto, cette ville qui lui a ouvert ses portes et offert une autre vie. Sur l'île voisine, à Shikoku, Xavier, notre maître bonsaï, charge ses arbres miniatures. Direction le marché hebdomadaire dans la ville d'à côté. Et son petit déjeuner, il le prend en voiture. Une institution japonaise du café en canette. Au Japon, il est le seul Français à faire du bonsaï. L'étranger qui fait du bonsaï, c'est vrai que ça intrigue énormément les personnes, les Japonais. Sur ce petit marché, ils sont une dizaine de commerçants comme Xavier. Mais celui que tout le monde regarde, c'est ce Français pas comme les autres. Oui, il est très connu ici, parce qu'il est le Français qui parle japonais avec l'accent du coin. Et en plus de ça, il fait du bonsaï. Avec ses arbres bon marché, entre 10 et 50 euros, Xavier attire surtout une clientèle jeune, comme ce couple qui vient tout juste de s'installer. C'est ma maison. Alors le truc qui va vraiment bien aller dans cette chambre, ce sont ces bonsaïs. Ceux-là, ils sont vraiment très cool. Ouais, on m'a déjà dit que mes bonsaïs n'étaient pas ordinaires, un peu modernes, et faits pour les jeunes. L'art du bonsaï avait depuis quelques années une image vieillissante, et depuis peu il fait son grand retour et c'est peut-être grâce à des novices comme Xavier. J'ai semé des graines il y a 4 ou 5 ans, mais c'est pas encore prêt. Dans 10-20 ans, tu auras beaucoup de bonsaïs alors. Oui, dans 1 ou 2 ans. Dans 1 ou 2 ans, j'aimerais vendre des bonsaïs que j'ai semés moi-même. C'est chez toi que je reviendrai alors. Merci beaucoup. Petit à petit, Xavier, le Français au bonsaï, est en train de se faire un nom au Japon, de se faire des amis aussi.
On s'est rencontrés sur les marchés. Et voilà, puis c'est devenu des amis, on a quasiment le même âge, donc des fois on mange ensemble, on s'amuse ensemble. Voilà. Donc c'est l'autre côté qui est agréable dans les marchés, c'est que tu te fais de nouveaux potes, c'est assez sympa. Lui, en fait, il est encore plus japonais qu'un japonais. Il est plus japonais que nous. Xavier s'est fait une vie dans cette petite ville du centre du Japon. Les mégapoles, ce n'est pas pour lui. Shibuya ne s'arrête jamais. C'est le carrefour le plus célèbre de Tokyo, le plus grand du Japon aussi. Jennifer Julien est ici comme un poisson dans l'eau. Donc là, vous avez le fameux croisement que tout le monde filme en fait, parce que c'est l'endroit en général où on arrive à voir le plus de monde traverser le croisement en même temps. C'est dans ce quartier frénétique que Jennifer a commencé à travailler lorsqu'elle est arrivée à Tokyo. Elle y a enchaîné les petits boulots dont celui de tout expatrié français parti à l'aventure au Japon, prof de français. Elle est là. La Bordelaise avait une dizaine d'élèves il y a quelques années. Aujourd'hui, elle n'en a gardé qu'une seule, Kumiko. Kumiko est devenue une amie. Cette japonaise de la haute société prépare son 6e voyage en France pour aller goûter les grands crus de la région natale de Jennifer. Sa professeure lui fait réviser les fondamentaux de la langue de Molière. Alors, nous allons étudier. D'accord. Donc la conversation au café. Un café, 2 chocolats, 3 demi. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Nani tu manges ça, non? Demi. La moitié? Un demi, je t'ai jamais appris. Un demi, c'est namabi. Ah d'accord. Mais de toute façon, je ne vais pas boire de bière en France. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui boit de la bière en France. Bière fraîche. Ne commande pas une bière fraîche. Je connaissais la demi-baguette, mais je ne connaissais pas la demi-bière. Jennifer et Kumiko, une amitié, 2 langues, 2 cultures attirées l'une par l'autre. C'est plus facile pour un Français de s'intégrer au Japon parce qu'ils ont vraiment cette fascination pour notre pays, pour notre culture, pour nous. On est des demi-dieux pour eux. Et j'exagère à peine. C'est-à-dire que on a des facilités pour tout. Quand tu vas à l'immigration, il vaut mieux être français que dans notre pays, forcément. Parce que ils nous aiment, quoi, voilà. Et je pense que cette fascination est réciproque. Une dégustation de Beaujolais dans la rue. Et Jennifer se sent même parfois chez elle. C'est pas du Bordeaux, c'est pas du vrai Bourgogne, on va dire, voilà. Enfin, presque chez elle. Son Japon, celui dans lequel elle se sent bien, c'est celui des quartiers populaires. Celui des petits restaurants traditionnels qui ne payent pas de mine. Ici, derrière un simple comptoir, monsieur Matsugi. Il est l'un des meilleurs maîtres sushi au Japon. Il a été au centre d'un reportage de Jennifer et depuis, ils sont amis. Tiens, goûte ça. C'est ma spécialité. Voilà. Chez Maître Matsugi, les sushis se mangent avec les doigts. Ici, on a compris l'art et la manière de conquérir le cœur, ou plutôt de stimuler les papilles de cette épicurienne. Et c'est un art très complexe. Il le met dans la main et il faut pas que ça reste plus de 2 secondes dans la main parce qu'après ça chauffe le riz aussi. C'est hyper complexe. Pas plus de 7 secondes dans la main. Des gestes précis, millimétrés, les mêmes depuis des siècles. Ça, c'est la méthode qu'on pratique depuis des siècles ici. Et il n'y a plus beaucoup de monde qui peut faire ça. Plus aucun maître sushi ne fait comme ça. C'est beau.
Et pour déguster les sushis du maître, les personnalités se bousculent dans cet espace minuscule. Regarde, lui, c'est l'ancien ministre des Finances. Ici, Jennifer oublie tout. Elle se sent chez elle. Quand je dis oui, c'est ma maison au Japon quand je viens ici, oui, parce que je me sens comme à la maison. Je me sens bien ici, voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Merci à vous tous aussi. Monsieur Mitsubi, mata yoroshiku onegai itasumasu. Je t'aime, Des adieux à la française et des adieux à la japonaise. Merci beaucoup. Merci encore. À Kyoto, ce matin, nous retrouvons Daniel et sa femme Ai, les amoureux des antiquités. Alors ça c'est pour le thé, mais on peut y mettre des plantes aussi. C'est le plus grand marché aux puces de la ville. Et Daniel trouve ici tout ce qu'il faut pour meubler ses intérieurs traditionnels. Le passage obligé du couple, c'est la boutique d'antiquités de leur ami, Monsieur Fuji. Bonjour, bonjour. Bonjour, vraiment enchanté. Non, c'est moi qui vous remercie d'être gentil avec Daniel. Enchanté. Merci pour votre amitié. Elle est vraiment jolie, ton épouse. Il parle tout le temps de vous. Et comme toujours au Japon, les salutations n'en finissent pas. Regardez ça. Ah, c'est une chaise à porteur. Ah oui, incroyable. C'est tout en bambou. C'est très léger. Effectivement, c'est très léger. C'est l'ancêtre du taxi à Kyoto. Bon, c'est plus trop utilisé aujourd'hui, hein, par contre. C'est intéressant, c'est assez rare d'en voir. Dans son sous-sol, M. Fuji a d'autres trésors. Un bric-à-brac d'antiquité, le temple des Chineurs à Kyoto. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne de M. Fuji. Je vais prendre ces deux lampes là, vous me les réservez. Comme celle que j'ai achetée ici sans motif. Daniel est un bon client. C'est ici qu'il s'approvisionne pour ses maisons et il sait très bien comment prendre son ami Monsieur Fuji. Il ne faut pas aller très loin dans la négociation parce qu'on va se fâcher. C'est pas poli, c'est agressif. C'est quoi les limites au Japon? En pourcentage on va baisser, on peut arriver à 7-10%. Non, c'est pas beaucoup. C'est un jeu, hein. Mais il faut pas trop descendre. Je trouvais quelque chose d'intéressant. Un masque de théâtre. Bon là il est fait en papier mâché. Hein. Là c'est plutôt joyeux, non? Ok. Avec les années, Daniel a fait de Monsieur Fuji son conseiller en rénovation. Il vient de reprendre une nouvelle maison traditionnelle et l'aménagement commence par l'incontournable jardin japonais. Ici, c'est très dur d'accorder des plantes avec ces arbres. Il faut qu'on l'imagine dans sa tête, savoir si on met un arbuste grand, carré ou rond. C'est comme créer un tableau en fait. Certains aiment mettre une petite rivière par exemple, qui traverse le jardin japonais. Pour l'inspiration, pas de problème. L'ancienne cité impériale regorge de centaines de jardins japonais. Des jardins dessinés selon des règles immuables et millénaires. Avec Monsieur Fuji, il aime venir flâner, méditer et s'arrêter un instant. Au Japon, le Toulousain a trouvé sa voie, entouré des plus belles merveilles du monde. À 200 km de là, dans son atelier, Xavier taille, coupe et modèle ses bonsaïs. Patience, dextérité, abnégation,
il vit reclus dans son atelier pour tenter d'atteindre une perfection. C'est limite un défaut, une ligne qui est beaucoup trop droite, mais justement, j'ai mis le défaut en valeur, quoi. Il faudrait le travailler beaucoup plus. Moi, c'est un truc que j'aime. Après, je ferais sûrement une forme encore comme celle-ci, quoi. Une recherche de la courbe parfaite. Xavier, l'éternel insatisfait, veut nous montrer pourquoi il est venu au Japon pratiquer son art. Mais bon, là où on va, c'est classe. Voici là où il a choisi d'atterrir une fois son BTS d'agriculture en poche, loin, très loin, d'un avenir tout tracé dans les champs de Haute-Garonne. Donc voilà, monsieur Nakanishi, le patron de Chinchuan. Cet homme est un maître bonsaï. Pendant 3 ans, Xavier a été son disciple. Ici, il a eu l'immense chance de se faire la main sur des arbres centenaires. Des monuments végétaux qui ont traversé les siècles sous les yeux experts de générations de maîtres bonsaï. Le bonsaï, c'est un concentré d'arbres dans un cadre façonné par un homme. C'est la représentation miniature d'un arbre gigantesque. Ce sont des trésors que ce maître nous dévoile. Cet arbre, j'y suis particulièrement attaché. Il a 300 ans. Ça t'impose le respect. Après, quand tu... Bon, c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé ici, tu as une certaine appréhension, un certain stress. Quand on te dit de faire un travail dessus, ne serait-ce qu'un petit travail, tu as une responsabilité. Ce pain noir, par exemple, est estimé à un demi-million d'euros. Au Japon, on a fait confiance à Xavier et ce maître est devenu un modèle avec lequel il partage sa passion et une certaine philosophie de vie. Idéalement, il faut que ce soit une vie de moine. Les moines, eux, s'interrogent en permanence sur eux-mêmes. Ils se remettent en question. Il faut toujours se juger soi-même avec sévérité. En bonsaï aussi, c'est très important de se remettre en question et de se discipliner. Cette forme de discipline la plus pure se retrouve chez les moines. Une vie d'ascète qui convient bien à ce garçon discret. Ici, Xavier se perfectionne chaque jour et s'épanouit. À Kyoto, la nuit tombe sur les sanctuaires. Un groupe de Français est de sortie. Daniel, le Toulousain, avec ses clients Joël et Maryse, et un autre couple. Voici 1 heure qu'il sillonne un quartier historique de la ville à la recherche des geiko et des maiko, plus connus sous le nom de geisha. Il y a un petit trac où je me dis, si les voyageurs ils voient pas une maiko, ils vont me dire, elles sont où ? Les geishas, des courtisanes dont on ne connaît que le nom, l'un des plus grands mystères du pays du soleil levant, qui va peut-être se révéler ce soir sous leurs yeux. Dans ces ruelles quasi désertes, un groupe de Français. Donc on arrive dans Miyagawacho. Daniel vit au Japon, il est leur guide. De Kyoto. Nous sommes à Kyoto, dans le quartier des geishas, au cœur du monde ultra fermé de ces courtisanes légendaires. Au Japon, elles sont considérées comme des œuvres d'art vivantes et elles ne se laissent pas facilement capturer par des regards étrangers. Mais ce soir, Daniel et son groupe sont chanceux. D'une maison surgissent 2 geishas et leurs clients. Vous êtes venu sans sac ? Allez, prenez la pause avec eux. Nos Français sont ravis et les geishas plutôt pressés. On prend juste une photo, hein, et vite s'il vous plaît. Elles vont prendre la pause parce que leurs clients l'ont demandé. Allez, je vous la prends, allez sur la photo. Et nos touristes semblent presque intimidés
entouré de ces créatures gardiennes des traditions d'une autre époque. Un moment bref, furtif mais exceptionnel. En 4 ans de balade nocturne dans ce quartier, Daniel n'avait jamais vu ça. C'est rare. Il faut demander, souvent ils disent non, mais que ça vienne d'un... C'est le client qui a demandé. Ouais, c'est exceptionnel. Hein. C'est ce que j'expliquais hier, c'est que parfois les clients, ils ont un peu envie de partager ce moment et vous disent ah, vous voulez pas être en photo. Grâce à Daniel, Maryse vient de vivre une expérience qu'elle n'oubliera jamais. On en avait déjà croisé dans les rues, mais on n'avait jamais eu l'occasion de les voir d'aussi près et aussi longtemps, si j'ose dire. C'était extraordinaire. Au Japon, la compagnie de ces courtisanes est très recherchée des hommes, mais des hommes puissants. Ce sont des gens riches parce que ça coûte très cher. Faut... 1 heure, 1 heure et demie d'accompagnement, c'est à peu près 700 €. Une. Donc là, ils étaient deux. Elles étaient deux. Les geishas juste pour le plaisir des yeux. Elles ne partent pas avec les clients. La soirée s'arrêtera à minuit, 1 heure, et puis tout le monde à la maison et au lit. D'accord. C'est fini. Daniel ne se lasse pas de partager son monde. Un monde au code mystérieux qu'il commence tout juste à comprendre. Sur l'île de Shikoku, Akemi, la belle-mère de Xavier, prépare le repas. La première fois que cette femme d'agriculteur a vu un étranger de sa vie, c'était quand sa fille lui a présenté son futur beau-fils. J'étais sous le choc. Pourquoi? Ça vous a fait peur? Non, j'ai préféré refouler, ne pas y penser en fait. Comment dire? J'ai pas eu peur non plus, mais... Mais vous vous êtes fait à l'idée? Oui, je me suis habituée à lui. Pourquoi? Pas parce que c'est un bon garçon. Bon, en fait, il vient d'arriver, il est juste derrière la porte. Regardez. Xavier est venu dîner ce soir. Akemi lui a préparé un nabe, un plat de la région. Des légumes et du porc à mélanger dans de l'eau bouillante. Aujourd'hui, notre maître français est toujours le bienvenu à cette table avec sa femme et son fils, Enzo. Tiens Enzo, tes baguettes. Je veux pas manger avec ça. Non mais c'est bien ça, c'est un peu comme des petits ciseaux pour apprendre. J'aurais réussi au début, ça aurait été bien quoi. Apprendre le pays, Xavier l'a fait en travaillant une culture ancestrale. Le bonsaï lui a ouvert en grand les portes du Japon. Ça m'a énormément servi en très peu de temps de rentrer directement dans une culture japonaise profonde. Ça va me tenir à table. Avoir tous les mots de politesse, que certains jeunes japonais ne disent pas non plus. C'est au style, voilà, au début, t'as ton bol de riz, finir ton riz, pas laisser un seul grain de riz, des petites choses comme ça. Et toi, ça t'a servi à t'intégrer en fait? Totalement, à me donner les clés pour m'intégrer. Sa vie, Xavier ne l'imagine plus ailleurs désormais. Le calme, la mélancolie de la campagne japonaise conviennent parfaitement à son tempérament de rêveur. Jennifer, elle, préfère l'agitation des champs de course de Tokyo. En France, elle n'aurait sans doute jamais prêté attention à ces jockeys, ces chevaux qui défilent devant elle. Ici, au pays du soleil levant, les courses, c'est une passion. Et c'est devenu l'un des passe-temps de Jennifer. Je pense que la vie, c'est tous les jours, il faut être curieux de son environnement habituel, parce que tous les jours, il peut nous montrer un nouveau visage. Ça par contre, c'est quelque chose, je pense, que le Japon m'a appris. Tenter sa chance, prendre des risques, pour elle, le Japon a été un pari. Les Japonais misent chaque année 20 milliards d'euros dans les courses, 2 fois plus qu'en France. Jennifer a parié dans cette course. C'est bon là, ça a l'air pas mal. 3,
C'est lequel? Le 3. Ah, le 7, ouais. 3, 8, il s'embrasse, là. Elle gagne tout juste 2 €. De quoi rembourser son ticket, mais c'est assez pour elle, assez pour la faire vibrer. Ça fait plaisir de se dire qu'on n'y connaît rien, mais qu'on a gagné quand même, quoi. Saisir sa chance à tout prix, c'est ce qu'a toujours fait Jennifer. Donc là, j'ai choisi par rapport au nom. Il y en a un d'ailleurs que j'ai pris parce que le cheval s'appelle Bon Voyage. Un aller simple pour un Eldorado aux 1000 visages qui n'en finit pas d'étonner le simple touriste ou l'expatrié de longue date. Les yeux toujours grands ouverts, c'est peut-être cela le point commun de ces 3 Français partis à la conquête de l'Extrême-Orient, pour le meilleur et pour rien d'autre.